c'est incontournable. Et tous les gens qui me contactent entre deux colonnes d'hôpitaux, je leur dis on se verra là-bas. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est vrai que ça c'est un gain. Merci à Laurent aussi, je vais vite. Merci à Laurent pour son intervention de tout à l'heure. Qui m'ouvre la voie, hein. Donc je vais suivre le Saint-Laurent par rapport à ce qui a été dit précédemment. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de sociologue dans la salle, parce que Pierre Bourdieu affirmait ceci: il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que la sociologie s'est constituée contre le singulier, le personnel, l'existentiel, et que c'est l'une des causes majeures de l'incapacité des sociologues à comprendre la souffrance sociale. Ma qualité de psychosociologue m'en préserve. Donc, il faut quand même faire un certain rappel sur la question de la communication. Vraiment communiquer, peut-être une performance. Donc je me jette à l'eau, j'écoute, moi ma lettre, et donc je me dis que écouter, c'est un exercice de décodage à la Turing-Alan. Parce que quand bien même on a le code, on n'a pas nécessairement le sens. Je ne comprends pas pourquoi il a dit ça, c'est ce que Philippe Vito est en train de se dire. J'aurais mieux fait de me taire. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a un monde. Et donc on sent déjà très bien que c'est loin d'être aussi simple que ça. La première ambiguïté sur les questions de communication qui surgit pour les extraterrestres qui nous observent, vous savez ça, c'est que le langage n'a pas qu'une seule fonction. C'est-à-dire, avant de savoir ce qu'on dit, il faudrait savoir pourquoi on dit, hein, à quoi sert de parler. Est-ce qu'on veut échanger des infos? Est-ce qu'on veut en transmettre? Est-ce qu'on veut juste être en relation? Est-ce qu'on veut papoter? Est-ce qu'on veut imposer ses idées? Est-ce qu'on veut influencer nos interlocuteurs, défendre nos opinions? Est-ce qu'on veut batailler, projeter ses désirs, affirmer son consentement, au contraire d'ailleurs? Donc on s'aperçoit très rapidement que les raisons de causer, hein, sont très nombreuses et la plupart du temps pas explicites. Je pense que c'est un véritable casse-tête. Je passais dans les couloirs d'un établissement du sud des Landes, à Souston, précisément. Et il y avait une résidente qui était assise dans le couloir, et je ne sais pas bien, je lui dis bonjour, et j'ajoute, là c'était très irréfléchi, je lui dis, ça va? Non, franchement, il y a des jours où je fais vraiment n'importe quoi. Et elle me parle de son désir de mort. Alors bon, moi je n'avais pas du tout envie de m'asseoir à côté d'elle, mais bon, j'ai quand même une réputation. Et donc, je m'assois à côté d'elle pour écouter son mal-être, son terrifiant mal-être. Et puis très rapidement, je m'aperçois, chemin faisant, dans la conversation, en échangeant avec elle, que la mort a servi d'appât. Ce qui, vous en conviendrez, est assez rare dans la vie ordinaire, en dehors du médico-social. Heureusement pour nous. Et donc, très rapidement, en fait, elle en profite pour me parler de ses petits-enfants, du fait qu'elle venait d'être arrière-grand-mère, etc. Et donc, une conversation finalement plutôt sympathique. Je lui ai pas dit qu'en fait, elle m'avait arrêté pour rien, mais bon. Et puis, autre exemple, vous êtes dans un colloque, hein, à la pause café, par exemple, et vous discutez avec quelqu'un, avec une connaissance, vous trouvez que c'est une manière très agréable de passer le temps. Hein, voilà, vous avez plaisir à être là avec la personne, très bien, vous prenez votre café, vous en allez, sauf que l'autre personne qui est en face de vous, votre interlocuteur ou votre interlocutrice, en fait, non, c'était pas juste passer du temps qu'elle voulait avec vous, c'était faire passer un message, en fait. Un message institutionnel, un message personnel, une question sur la préparation de la soirée, que sais-je, etc. Elle a
perdu son temps parce qu'elle ne s'est pas aperçue qu'elle n'était pas branchée sur les mêmes fonctions du langage. Et donc, effectivement, chacun repart de son côté après ce quart d'heure relationnel, hein, dépité, perplexe d'un côté et très agréable de l'autre. Il ne s'est rien passé d'autre que ça. Donc, plusieurs fois par jour, sauf pour les gens qui sont des solitaires, on passe à côté de bouteilles à l'eau, j'écoute. Et c'est vrai qu'on peut déjà se dire que la présence de deux interlocuteurs ne constitue pas une donnée suffisante pour établir une communication. Il faut que les deux locuteurs soient engagés avec un enjeu. La deuxième difficulté de la parole, c'est que, vous le savez, c'est qu'un mot, une expression, une phrase n'a pas exactement le même sens, ne pèse pas le même poids en fonction de l'interlocuteur, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et je pense à Simone, en voiture Simone, j'ai passé l'après-midi avec elle, et elle souffre d'une grande solitude, elle est seule, elle vit seule dans cette maison depuis 30 ans. Et j'ai essayé dans l'après-midi d'être extrêmement attentif à elle, d'être pleinement présent autant que je peux, et en partant, en fermant le portail du jardin, où elle m'accompagne difficilement d'ailleurs, je lui souhaite une bonne soirée. C'est con, hein? C'était le seul endroit, hein, c'était la seule personne avec qui je devais déroger aux règles de politesse, aux règles de bienséance, hein, aux règles de gentillesse, parce que je l'aimais beaucoup, elle vient de décéder. Et ce mot, ce simple mot, a pesé 1000 morts pour elle. Et elle me l'a dit. Comme dire à cette résidente, alors Madame Corrèze, c'est merveilleux ce premier jour de printemps. Si, c'est très con. C'est très con parce que c'est justement le jour de l'anniversaire du décès de son mari. Et chaque année, elle me le dit. Hein. Ouais, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Et je l'ai nié dans sa parole et sa douleur en une fraction de seconde. Et puis, je ne parle pas de tout ce qui concerne les degrés de la parole. Hein. Ce que nous appelons les degrés, plus ou moins cachés, avec lesquels on joue, avec lesquels on surjoue des fois. C'est-à-dire qu'on s'est peut-être aperçu qu'on a dit une connerie, et puis après on dit non, mais c'était au deuxième degré. Hein. Voilà. Hein. Ou des fois, un deuxième degré d'ailleurs qui se joue de nous. Je suis avec une personne qui vient me proposer, lorsque j'étais en activité, une formation sur le massage, et elle me dit non, mais pas le massage, non, précisément, le toucher, tirer, massage. On se regarde, et on s'est dit, non, on va recommencer l'histoire, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Donc, troisième difficulté sur les questions de communication, eh bien les modulations. Les modulations de la parole au quotidien qui sont à l'opposé de ce qu'on entend de manière caricaturale dans les films de science-fiction, avec une voix monocorde qui débite des ordres impersonnels. Je pense à Bienvenue à Gattaca, par exemple, ou à quelque chose... un film animé que j'aime beaucoup, qui est Le Roi et l'Oiseau, avec les haut-parleurs qui, sur une voix monocorde, et avec des textes de Prévert d'ailleurs, débitent un certain nombre d'informations totalement déshumanisées. Donc effectivement, on sait très bien que les intonations permettent de déterminer en fait le sens de la parole et l'importance qu'on lui donne. Quand on fait du théâtre, on vous donne une phrase et on vous demande de la moduler de manière différente. Elle est triste. Elle est triste. Qu'est-ce qu'elle est triste? Et donc je peux raconter 10 choses différentes avec la même phrase. Hein.
Vous pouvez le faire avec votre vie personnelle aussi. Hein. Par exemple, mon mari est rentré tard hier soir. Vous verrez, en changeant la modulation, vous allez dire des choses très différentes. Donc, on est sur un métalangage, et quelquefois, d'ailleurs, le supralangage, et d'ailleurs qui nous sert pour les mammifères domestiques à quatre pattes qu'on a chez soi, qui en fait se saisissent justement de ce métalangage. Et on finit par croire, comme beaucoup de gens d'ailleurs, moi je m'en fous, j'en ai pas parce que les chiens je les mange, en parlant du chien, de penser qu'il comprend nos paroles, mais c'est pas ça en fait, c'est qu'il saisit le sens sans comprendre les paroles. Enigma, pour revenir à Turing, est toujours là. C'est Vygotsky dans Pensée et langage qui nous dit « Pour comprendre le langage d'autrui, la seule compréhension des mots est toujours insuffisante. Il faut comprendre la pensée de l'interlocuteur. » Et il dit « Il faut comprendre la pensée de l'interlocuteur, qui elle-même est incomplète, si on ne comprend pas son motif. » Et on revient à l'idée de départ, il nous dit « Ce qui compte, c'est la motivation de l'individu. Pourquoi je dis les choses ?» Or, en entrant dans le processus d'accompagnement, on va se trouver avec une difficulté supplémentaire dans cette communication, parce que, du coup, l'individu va se référer à deux univers. Il va se référer à la vraie vie, et il va se référer à la vie de personnes accompagnées. J'espère que vous voyez le problème. C'est-à-dire finalement, je me dis, mais comment je vais faire, moi, dans cette sorte de brouhaha, de radio-amateur, pour en plus, c'est ça qui m'ennuie dans le thème de la journée, développer une écoute sélective branchée sur FM mal-être. Et puis bien sûr, il reste, j'en ai pas parlé, mais bon, ça fait des choux-gras de toute discussion sur la communication non verbale, présente toujours dans le verbal, on l'oublie. Voilà, c'est-à-dire le corps et la parole qui peuvent se contredire. L'exemple typique, c'est tout ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup, mais on voit que le corps il est tout le temps en train de dire le contraire. Mais là aussi, revenez à votre vie personnelle, vous verrez la discussion avec votre conjoint, votre amoureuse, vous verrez que quelquefois les paroles dépassent le corps ou le contraire. C'est d'ailleurs quand on ne parle pas finalement que les corps s'entendent le mieux. Donc la distance physique, le port du corps, etc., etc. Donc je me dis, à l'écoute oui, mais à l'écoute avec les yeux aussi. Ainsi, notre métier d'être humain, c'est d'abord celui de communicant. Je crois vraiment que ce que j'ai appris, moi, dans les sciences humaines, c'est de me dire qu'en fait, l'activité principale d'un être humain, quand il est en relation réelle ou supposée, genre cette histoire de vidéo tout à l'heure, de visioconférence, eh bien, il est toujours en situation de communication. Ça ne s'arrête jamais. Chimie, gestuelle, regard, on ne va pas revenir dessus. En tout cas, un sacré boulot qui se fait quasiment sans nous. Je parle de la conscience. Donc, l'exemple que j'aime beaucoup, moi, c'est la rue piétonne, où il y a beaucoup de monde, et où je me demande pourquoi je ne télescope quasiment personne. C'est parce qu'en fait, on envoie des centaines de messages silencieux en marchant, ne serait-ce qu'avec le regard. 90% des gens se croisent à droite. Je ne parle pas politique, bien sûr. Et donc, on en voit comme ça. Alors, on peut jouer sur les erreurs. D'ailleurs, c'est encore une manière de communiquer le second degré, c'est-à-dire de faire semblant de se tromper en regardant à droite et en allant à gauche, et donc de rencontrer subrepticement un autre corps. Ça peut être assez sympa des fois. Il faut choisir. Voilà. Donc, on a effectivement, avec beaucoup d'erreurs d'interprétation, vous l'aurez compris, tout un tas de codes qui se jouent et qui se déjouent autour de cette communication. Donc moi, ça m'embête cette histoire
d'écoute exclusive du mal-être, même si ce n'est pas tout à fait ce qui est dit, mais c'est au moins ce qu'il y a dans le titre, qui est pour moi un coup caché. Un coup COUT avec un accent circonflexe. C'est-à-dire ce qu'on va appeler les malheurs du vieilli de la rue de Ségur. Voilà. Malheur de Sophie, la rue de Ségur, c'est l'adresse du ministère des Affaires sociales. Donc ma première pensée par rapport à STEM, ça a été de revenir sur l'ouvrage sur la souffrance où nous avons été un certain nombre à travailler dessus, à le réaliser, présent ici. Hein. Être présent, je parle de l'ouvrage, pas de la souffrance. Hein. Voilà. Et donc moi j'avais proposé à Philippe de faire un chapitre sur peut-on ne pas souffrir lorsqu'on est vieux, peut-on ne pas souffrir lorsqu'on est aidant, peut-on ne pas souffrir lorsqu'on est un professionnel. Et je voulais sortir quand même de quelque chose qui me pèse de plus en plus, qui est sortir du chemin de croix de la gérontologie, un chemin concurrentiel d'ailleurs, où chacun pense pouvoir souffrir plus que les autres. C'est difficile de le prouver après, de pouvoir souffrir avec les autres, de pouvoir souffrir à côté des autres et peut-être d'ailleurs sur les autres. La souffrance est la noblesse unique où ne mourront jamais la terre et les enfers, et il faut pour tresser ma couronne mystique imposer tous les temps et tous les univers. Baudelaire, un mot à moi. Il est bon aussi. Donc, certes, aujourd'hui, on est passé sur un degré inférieur, puisqu'on est passé de la souffrance au mal-être, hein, même si finalement, vous l'aurez compris, aucun des deux ne m'attire particulièrement. Moi, la souffrance et le mal-être, ça me sert juste à jeter un sort aux nombreuses personnes que j'exècre. Mais je ne veux pas, c'est ça qui m'oblige aujourd'hui, je ne veux pas me résoudre à ce que, même pour des vies blessées, nous entrions en relation avec des vieilles personnes en qualité de borgne. Le bien-être semblant dissous dans son contraire. Alors je me questionne pourquoi est-ce qu'il faudrait entendre que le mal-être. Je me dis, est-ce que c'est moins précieux? Est-ce que c'est moins entendable? Est-ce que c'est moins compatible avec la vieillesse? Est-ce que c'est honteux? Est-ce que c'est indicible de parler de ses jouissances, de son plaisir, de son bien-être? Est-ce que c'est moins valorisant pour les accompagnants et les soignants? Ou est-ce que c'est finalement la seule modalité qu'on nous propose aujourd'hui d'être vieux et la seule modalité qu'on nous propose aujourd'hui pour être écouté en tant que vieux? Moi, j'aimerais bien être écouté sur mon bien-être. Et c'est amusant d'ailleurs parce que je sors d'une conférence il y a 3 semaines à Bayonne où on m'a dit, est-ce que vous accepteriez de faire une conférence sur le plaisir? Mais oui, je lui dis justement, ça rééquilibrera avec ce que me demande Philippe Pitot à Marseille. Voilà, je vais retrouver mon équilibre avec ça. Donc, je vois dans cet effacement du bien-être, vraiment, honnêtement, le risque d'une réduction de la vie. Une sorte de givaroisation, une réduction de la vie à une plaie qui me déplaît. C'est-à-dire, finalement, une réduction capable d'impacter la vie réelle des individus. Et je pense, sciences humaines oblige, au principe de Thomas. Voilà. Si les hommes considèrent qu'une situation est réelle, alors les conséquences seront réelles. Et j'y ajoute une citation d'Yves Clos qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la question de la vulnérabilité à propos du travail, en l'occurrence pour Yves Clos, bien sûr, sur la clinique du travail. Il m'arrive de penser que la prévention des risques psychosociaux, loin de permettre le développement du pouvoir d'agir des salariés sur leur qualité de travail, autorise leur déclassement. Quand on connaît Yves Clos, ça a dû être difficile de l'écrire, autorise leur déclassement au rang de sujets faibles à accompagner dans leur comportement. Et le parallèle avec les personnes âgées, en l'occurrence, vous en conviendrez, n'est pas très difficile à percevoir. Grâce à un ouvrage sur les aidants qu'on vient de réaliser au titre du réseau de consultants, notamment avec Isabelle Dury qui est dans la salle, eh bien, j'ai été ces temps-ci très souvent en relation avec des aidants qui venaient témoigner sur des tribunes
Et sur le fardeau, la charge, etc., ce qu'on leur demande, hein, la peine et le mal-être, etc., mais en même temps qui avaient envie de témoigner sur les satisfactions et les bénéfices de la situation d'aidant. Et je vous rappelle une méta-analyse qui a été faite, bon, vous en foutez, mais Sorenson, Pincard et Dubernstein, qui doivent être morts aussi depuis, sur le fait que sur 78 études sur les aidants, il n'y en avait que 3 où on posait des questions sur la satisfaction et le bien-être. Donc nécessairement, il peut y avoir que du fardeau. Donc écouter, entendre, seulement le mal-être, je crains l'appauvrissement. Je crains même la négligence. Pour la part de lumière qui est pour chacun d'entre nous en nous. Imaginez simplement une situation très ordinaire de vos collègues de travail, de vos proches, hein, qui le matin, tous les matins, dorénavant, au lieu de vous dire « ça va ?» vous direz « ça va pas ?» Mais au bout de 3 jours, on a envie de leur casser la gueule. En disant « mais pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc on voit bien effectivement que l'agacement viendrait vite. Hein, et quand on a envie d'offrir des satisfactions, des plaisirs à nos proches, aux personnes qu'on apprécie, qu'on aime, hein, on ne leur demande pas d'emblée ce qu'ils n'aiment pas, on leur demande ce qu'ils aiment. Je dirais même que d'ailleurs, un des plaisirs suprêmes avec les gens qui nous sont proches, c'est qu'ils aient découvert des plaisirs et qu'ils nous les offrent spontanément. C'est pas possible, tu as pensé à ça? Génial. Donc, peut-être qu'il faudrait repartir à l'envers, sauf bien sûr dans les expériences sadomasochistes, où on a des configurations un peu différentes. Mais enfin, l'idée quand même, c'est quand même d'arriver à la jubilation au bout. Et je repense à un autre établissement, un tout petit établissement d'une 30aine de lits, où j'allais régulièrement, et où un monsieur qui avait quasiment plus, qui parlait plus, je ne sais pas s'il en avait plus la possibilité, mais en tout cas qui parlait quasiment plus, etc. Et je le revois parce qu'il avait un plaisir suprême qui était un dessert, et je revois, qui était du riz au lait. C'est pas fabuleux, mais enfin bon. Et je revois, quand on lui faisait la surprise, alors que ce n'était pas le dessert de la journée, quand on posait le riz au lait devant lui, des yeux absolument émerveillés, d'un plaisir d'un seul coup qui était un double plaisir, celui de pouvoir manger son riz au lait, mais d'être reconnu, je vais y revenir, sur ce plaisir-là et sur le lien entre cet individu et ce plaisir. Donc moi je me dis, si on parle que du mal-être, comment travailler sur la dynamique des projets? Comment travailler sur la dynamique des projets? Si l'on écoute et si l'on n'entend que le mal-être. Et je ne suis pas sûr, c'est une discussion qu'on aura cet après-midi, j'espère, au cours de la table ronde. Je lance quelques trucs parce que tu craignais qu'il n'y ait pas trop de questions, donc je vais laisser les trucs en suspens. Est-ce que éviter des plaisirs est le meilleur chemin pour trouver le plaisir? Bon, vous avez un temps pour réfléchir. Ce que vous faites, c'est que vous n'écoutez pas les autres intervenants, vous réfléchissez, et ça arrivera à la table ronde tout à l'heure. Et puis, en partant du mal-être, je polarise là-dessus, ça m'embête parce que finalement, c'est vraiment peut-être la chose qui m'agace le plus dans tout mon parcours autour de cette question de vieillissement, parcours professionnel mais parcours personnel aussi, c'est que j'en ai vraiment marre. Vieillir ne serait pas une sinécure. T'as mal où? T'es maladie, tu peux plus, à ton âge, vieux ton âge, une sorte de force sociale qui nous force à croire que les couleurs de plaisir partent avec l'eau de l'âge. Ne vous trompez pas sur l'écriture. Lessivés, rincés, essorés, étendus, que nous serions avec le lave-âge du temps. Et puis c'est génial pour les professionnels, tous thérapeutes, avec l'écoute, tous thérapeutes. Alors je vous le reprends, il y en a qui l'ont déjà entendu: psycho, zoo, musico, riro, balnéothérapeute, ergothérapeute, aromatothérapeute, réflexothérapeute, dansothérapeute, théâtrothérapeute, tout ça existe. Théatothérapeute, jardinothérapeute, snozélothérapeute. Alors déjà, il faut avoir une carte de visite assez grande, on ne peut plus être sur le format habituel. Médicothérapeute, etc. Et poterie thérapeute. J'en rajouterai un la prochaine fois.
Donc, c'est quand même un peu embêtant parce que cet indéfini ou infini projet d'accompagnement prend la place de l'accompagnement des projets, en fait. Le mal-être comme fonds de commerce, non, ça ne me paraît pas possible si on veut que la Géronto soit autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je sais malheureusement que tout ce que je vous raconte c'est assez banal, ça dure depuis longtemps. Moi je regrette simplement encore qu'aujourd'hui la fée vieille à bosse, métamorphose Montessori en Sisyphe, tous les jours remonter le moral. Sisyphe à côté c'est de la blague. Elle est capable de remonter les projets, remonter les capacités, remonter les sourires sur la rude pente de l'accompagnement. Moi je me demande si on ne pourra pas lui proposer de s'arrêter un peu en chemin, peut-être au milieu, quoi. Ça permettrait peut-être que, de répondre à la question vieille qui coule, jamais ne plus. Et ne croyez surtout pas en fait que je me moque comme de l'an 40 des plus de 80 ans. Il me paraît simplement nécessaire de pouvoir nous désorienter un peu dans cette manière d'accompagner l'âge, même si les situations restent extrêmement difficiles, délicates. Moi, quand j'arrivais à tirer un petit rire de Simone, qui vivait dans son extrême solitude, je me disais que j'avais vraiment gagné quelque chose. Et j'essayais de ne pas manquer d'humour avec elle. Peut-être avoir une oreille plus attentive, effectivement, au bien-être. Et Rigole-Boche, l'Écho des Gourbis, la Gazette des Boyaux, on ne dit peut-être pas grand-chose tout ça, le Poilu déchaîné, autant de journaux qui étaient rédigés par les soldats dans les tranchées, les survivants dans la boue croupissante des tranchées. Il fallait quand même se marrer, il fallait arriver à sortir du marasme dans lequel ils vivaient à chaque seconde. Donc je pense que c'est possible. Je ne dis pas que les établissements sont des tranchées. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je me méfie parce qu'en matière d'écoute et de communication, voilà. Mais en tout cas, effectivement, je crains que écouter simplement le mal-être, ça soit une contre-performance en matière d'accompagnement. Cette centration sur le mal-être laisse entendre qu'on serait écoutable qu'à travers ça, et je n'y crois pas. Je pense qu'on est capable de faire autre chose. Parce que derrière, il y a l'effet Pygmalion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Être ce que les autres veulent que je sois en tant que vieux, une prophétie auto-réalisante, on peut utiliser tous les trucs, et qu'on soit finalement, en vieillissant, simplement rabougri par le regard, amoindri par l'oreille, rétréci par la question, marre, j'en ai marre. Et je me dis vivement que j'y sois pour emmerder tout le monde. Ça commence déjà d'ailleurs. Donc voilà, c'est devenir soi-même une image d'Épinal, ça pose problème, ou l'incarnation d'une représentation. Moi j'appelle ça, je vais vous le dire franchement, j'appelle ça un contournement de la personne. Je pense qu'en ne voyant que le mal-être, on contourne la personne. Elle a peut-être envie de nous parler d'autre chose. Et je pense effectivement en psychosociologie à ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution de Ross. Ross, c'est un nom, c'est pas un adjectif, qui est comme finalement ignorer la situation dans laquelle se trouve l'individu pour lui attribuer la totalité de ce qui lui arrive. Mais oui, mais quand je suis accompagné, je ne suis pas dans une situation quelconque. Donc, ça me paraît essentiel de sortir de cette essence de la vieillesse, surtout au prix de l'essence aujourd'hui. Non, je pense qu'effectivement, s'il y a du mal-être, c'est aussi en grande partie par la situation qui nous est donnée en tant que vieux, qui nous est faite, dans cette sorte d'inventaire à la Prévert des méfaits de l'âge, et que je touche déjà du doigt aujourd'hui en tant que jeune retraité, je peux le dire. Voilà, récité comme un chapelet à tous les temps et à tous les modes, mal-être au très imparfait, mal-être au subjectif présent, mal-être au lacet décomposé, j'en ai marre. Et je dis merci à Sartre quand il nous dit tout le monde me traite en vieillard. J'en ris, parce qu'un vieillard ne se sent jamais un vieillard. Et il finit par dire je comprends d'après les autres ce que la vieillesse implique dans celui qui la regarde du dehors.
mais je ne sens pas ma vieillesse. Et ça, c'est une expérience qui commence avec le passage à la retraite, je trouve, sur quelque chose qui est un autre temps, une autre élaboration du temps. Et donc, voilà, et il finit par dire, ce sont les autres qui sont ma vieillesse. Et je me dis, en parallèle, est-ce que ce ne sont pas les autres qui sont mon mal-être? Je garde que le bon pour moi. Donc, pour être écouté, il faut être un individu singulier. Le problème, c'est quand on me traite de vieux, c'est que je deviens un représentant d'un groupe. Je ne suis plus un être particulier, un être singulier. Et donc, si je suis simplement un représentant des groupes, on me dit, mais on te connaît déjà. On sait ce que c'est qu'un vieux. Connu, repéré, décortiqué, scannérisé, tout ce que vous voulez, avant le premier mot. Sans aucune mauvaise foi, d'ailleurs. Et je dois être dans les limites de mon temps, je pense. Je ne parle pas du temps de vie, bien sûr. Mais je me dis que finalement, être vieux, c'est effectivement être esquissé comme un portrait robot, dans ma condition de vieux. Et là encore, sur une autre théorie qui est celle de la communication silencieuse, non seulement je sais qui tu es, mais je sais ce que tu penses et je sais ce que tu vis. Mais ça, je pense que non, justement. Je pense que c'est pas possible. Et Alain Ehrenberg, dans La Société du malaise, nous dit la perte de tout ce qui fonde l'identité sociale se manifeste par une souffrance psychique qui finit par immobiliser l'individu. Et c'est ce que je crains, justement, pour la vieillesse. L'intérêt exclusif du mal-être, qui serait d'immobiliser l'individu en l'enserrant finalement dans un tissage de plaintes, dans un tissage, comme je le disais tout à l'heure, de filaments thérapeutiques, dans lesquels on va finir par se prendre les pieds, et qui s'inscrivent entre l'individu et la vraie vie. Je remercie d'ailleurs cet établissement, je le dis sincèrement, ce qu'on se disait tout à l'heure avec une autre personne en disant, c'est vrai que quand on rentre ici, on n'a pas l'impression d'être dans un établissement. Je dis que ça devrait être la première vertu d'une institution. Donc quelque chose qui est de l'ordre du stigmate. Et pour finir, je me dis, moi je ne crois pas que les choses commencent par l'écoute. Je pense qu'il ne s'agit pas de manière inceptante d'écouter que de reconnaître. Je crois beaucoup à la vertu de la reconnaissance. D'abord, quand j'écoute quelqu'un, finalement, le temps de reconnaissance, c'est le temps de l'écoute. Mais quand je le reconnais pleinement, quand je reconnais pleinement cette personne, pensez simplement autour de vous à des gens que vous avez reconnus et dont on garde une marque qui perdure, qui est quelquefois absolument indélébile. Donc, je crois que c'est très important pour accéder à l'autre, même si c'est une épreuve à la Ulysse, on pourrait le prouver, avec tous les écrans dont je parlais, qui sont des écrans construits avec les représentations sociales, le rôle, les statuts, l'environnement médico-social, etc. Je pense qu'il faut d'abord commencer par reconnaître l'autre en tant qu'individu. Et c'est ce que dit Axel Honneth dans La lutte pour la reconnaissance, excellent ouvrage, c'est la revendication de reconnaissance intersubjective de l'identité individuelle qui introduit d'emblée une tension morale dans la vie sociale. C'est pas reconnaître l'autre, c'est se reconnaître l'un et l'autre pour que quelque chose se crée et qu'ensuite l'écoute puisse se construire là-dessus. Le regard sur la vieillesse, comme l'apothéose définitive du mal-être, et, pour reprendre aussi un vocabulaire d'Axel Honneth, pour moi, une pathologie sociale qui empêche la réalisation de soi en tant que vieux. Vieillir sous le sceau d'une trajectoire vivante avec ses errances, être seulement vieux, un mal-étant, avec un tiret entre les deux là aussi, un plaignant, un résident, un gnangnan. Ben ouais, c'est ça. C'est une perversion, moi je trouve, une perversion à laquelle il faut qu'on renonce. Je rappelle, quand Aristote parle de l'eidos, en disant une rose, même une rose fanée, est encore une rose. Et pour finir, in pito levinas, debi et cubi, la citation d'Emmanuel que tu as mis à la fin, Emmanuel au singulier, je me méfie avec toi,
et au masculin. Oui, il est bien le film, mais bon. Enfin bon, c'est pas ça, c'est pas pour là que je suis. Voilà. Donc la citation d'Emmanuel, la dernière phrase de présentation de ce programme, c'est pas de l'écoute. Lévinas ne parle pas d'écoute, il nous parle de dialogue. Et c'est là qu'on voit la reconnaissance mutuelle de l'un et de l'autre, pas simplement dans l'écoute, et ça change tout. Rencontrer un homme, nous dit Lévinas, c'est être interpellé par une énigme. Et on revient à Alan Turing, le père de l'ordinateur. Merci.